aujourd'hui, on va parler de votre livre La Vallée, mais avant, je vais faire une petite présentation pour Volontiers. voilà. Donc, vous êtes rédacteur en chef, vous êtes journaliste, donc Ouais. rédacteur en chef au Nouvel Observateur depuis 2014. Ouais, mais je le suis plus. Ça a changé, mais il n'y a pas beaucoup de temps. D'accord. Et donc, du coup, maintenant, vous êtes Moi, je suis redevenu reporter. d'accord. Ce qui est des fois pas plus mal. Parce qu'on n'est plus chef, donc c'est plus simple. La vie est plus simple quand on est plus chef. J'imagine, oui. Et donc, par rapport à l'œuvre dont on va parler aujourd'hui, je voulais évoquer les opus précédents, à savoir en 2008, vous êtes sur la liste, Enquête sur la tyrannie des branchés, donc un livre qui parle de votre enquête pendant une année dans le milieu hype. Oui, à Paris. Enfin, et ailleurs, d'ailleurs, il y a aussi voilà. ailleurs. Et puis ensuite, en 2016, un titre un peu éponyme peut-être, Oui. Bronson, donc une autobiographie, une autofiction. Ouais, c'était l'histoire d'un homme obsédé par l'acteur Charles Bronson, ce qui permettait de raconter la vie aussi de Charles Bronson, voilà. L'acteur. Et pourquoi cet acteur parce qu'en fait, un jour, j'ai vu un de ses vieux films et j'ai été complètement bloqué. Je me suis dit, je vais me renseigner sur la vie de cet homme. Bien sûr, j'avais vu plein de films, Il était une fois dans l'Ouest et d'autres. Et j'ai commencé à creuser avec des documents, notamment en allant aux États-Unis. Et je me suis aperçu qu'il y avait un espèce de parallélisme très troublant entre les rôles de ces films pour lesquels il est connu, notamment des rôles de justicier, où il passe, grosso modo, dans tous ces films, il y avait un lien avec la mort. Il fallait où il se venge, où il est tué, où il tue, etc. Et dans sa vie à lui, de son enfance jusqu'à la fin, il a été en permanence aussi en lien avec la mort, puisqu'il a perdu plusieurs de ses frères, et puisqu'il c'était quelqu'un qui est né très pauvre, dans une famille de 14 enfants, dont plein de ses frères sont morts à la mine. Lui, il était à la mine aussi. Quand c'était une vedette Hollywood millionnaire, a été tué par un bandit, exactement comme dans ces films. C'est-à-dire que lui qui s'amusait à faire le justicier, il n'a pas vu que son frère, à quelques kilomètres, a été justement poignardé par... Enfin bref. Donc il y avait un truc assez racontant à raconter. D'accord, merci. Assez intéressant à raconter plutôt. Oui, oui, j'imagine. Et donc en 2023, donc, la filature, oui. Alors pareil, c'est encore comme une mise en abîme en fait. Vous vous servez d'un stéréotype du personnage et ça vous sert de matière pour dénoncer et parler de certains sujets. Et là, c'est sur ce monde de requins un peu, des assureurs. Des assurances, oui. Voilà. Parce que c'est une histoire qui se passe aux États-Unis, à Los Angeles, et c'est un hommage au roman noir. Et en l'occurrence, déjà le monde des assurances, y compris en France, quand on commence à avoir un problème avec une assurance, on s'aperçoit que généralement on n'est pas assuré. Elle sert surtout à rassurer les gens pour qu'ils s'inscrivent, mais on n'est pas forcément après penser des années qu'on a passées à payer. Et là, j'ai pris un cas très particulier d'un chauffeur de bus, un vieux monsieur qui se retrouve à être un espèce de personnage de qui va dépendre un contrat d'assurance qui porte sur des milliers de gens, tous les chauffeurs de bus quasiment de Californie. Et donc c'était un moyen de raconter et l'aventure personnelle de cet homme-là et effectivement ce milieu, en fait, qui est un milieu de prédateurs, le milieu de l'assurance. Donc, et enfin, dernier opus, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, La Vallée, en janvier 2025. Donc là, il est tout sorti de la presse, pratiquement. Et donc, en résumé, La Vallée, Arnaud, s'il vous plaît. Alors, en fait, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été invité ici, puisque une bonne partie du roman se déroule pas très loin d'ici, dans le Morvan, dans un village que certains connaissent peut-être qui s'appelle Missery, M-I-2-S-E-R-Y. Et c'est l'histoire d'un fils de famille. Il est né dans une ferme, ses parents sont éleveurs, ça se passe à notre époque. Il a grandi dans cette ferme, il a aidé ses parents pendant des années. Et comme souvent les fils uniques, il faut un peu les occuper.
parce qu'il il risque quand même à partir de 15-16 ans de s'ennuyer un peu avec ses parents dans la ferme. Donc ses parents lui ont acheté un ordinateur et il s'avère que c'est quelqu'un qui aime bien bidouiller et qui est très doué en informatique, à tel point qu'il a développé une forme de don. On sait que tout ce qui est lié à l'informatique est lié à des lignes de programme, ce qu'on appelle des lignes de code. Or, lui, il a une faculté qui est que qu'il lit des lignes de code, ce qui pour le commun des mortels est un peu incompréhensible, lui, il repère directement les erreurs. C'est-à-dire qu'il y a une virgule à la place d'un point-virgule, ce qui change tout, ce qui bloque le programme, lui, il le repère. Donc, ce don-là est super précieux. Il se fait donc repérer par on va dire un patron d'une start-up et qui le fait venir à Paris parce qu'il a une valeur très importante. Et donc le début et la première thématique du livre, c'est le déracinement. C'est qu'est-ce que quitter un environnement comme qu'on qualifie sous la campagne, ce qui ne veut pas dire grand-chose, qu'il y a plein de formes de campagne, mais voilà, quand on quitte un territoire et qu'on va à la grande ville, qu'est-ce que ça provoque en soi et du côté de l'enfant qui part, mais surtout et du côté des parents. Qu'est-ce que c'est que de voir partir son enfant loin comme ça. Et c'est aussi sur la suite de sa vie qui va l'orienter vers ce qui donne le titre, La Vallée, à savoir un peu l'aboutissement de tout le monde informatique et de tout le monde numérique qui est la Silicon Valley. Donc justement, c'est un bon point de transition pour ma prochaine question, à savoir ce titre-là, un article défini, pas une vallée quelconque, la vallée, sous-entendu la fameuse vallée, donc celle des États-Unis, oui. La Silicon Valley, puisqu'il y a aussi un V majuscule, oui. Mais c'est aussi la vallée dans le Morvan, les vallons, etc. Et moi, je me suis même dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un jeu de mots par rapport à cette histoire que j'ai lue avec... J'avoue, au début, je me suis dit, oulala, l'informatique, j'y connais rien, ça va être difficile. Et finalement, je me suis demandé s'il n'y avait pas un jeu de mots avec le L' à vallée. Ouh, punaise, j'y ai pas pensé, mais Voilà. de toute façon, moi je crois que toutes les significations sont dans les mots, dans les textes. Donc vous avez entièrement raison, mais très juste. Moi j'ai choisi effectivement le V majuscule pour, voilà, c'est un peu un appel vers la Silicon Valley, et aussi parce que son père, qui est un paysan, la Silicon Valley pour lui c'est vraiment hyper loin, et pour penser à son fils, il pense d'abord au relief. Pour lui, la Silicon Valley c'est d'abord une vallée, et donc il l'appelle, il dit la vallée, il ne dit pas la Silicon Valley, c'est de l'anglais, il y a un Y, donc il l'appelle la vallée comme ça. Voilà, il sait que son fils est parti là-bas. D'accord, merci. C'est finalement votre livre, dans le titre on a presque tout, et pourquoi j'ai parlé de ce L' et d'être avalé, c'est parce qu'en fait il est dans un monde informatique où la limite entre le virtuel et le réel est très floue. Et je voulais vous demander, Arnaud Sagna, si votre roman, finalement, même s'il y a des gros accents dystopiques, ce ne serait pas une façon de faire un manifeste contre la dématérialisation, complètement. Ou alors, parce que ça c'est ce qu'on a vu dans les critiques, et je me suis renseignée sur Internet, comme tout le monde, mais est-ce que ce ne serait pas plutôt, moi je dirais, le contre-pied d'une ode à la nature, c'est-à-dire critiquer quelque chose pour mettre en valeur ce qui manque ou ce qui risque de disparaître. C'est les deux. Voilà. C'est vrai que moi, ce que je raconte à travers ce personnage-là et son mouvement entre une vallée du Morvan et quelque chose qui est très lointain, qui est la Silicon Valley, me permet de raconter ce qui nous concerne tous, je pense, parce que je pense que tout le monde ici a un smartphone et passe une partie de son temps à faire ça avec son pouce et à regarder des choses plus ou moins intéressantes. Donc ça, notre époque est en train de changer à une vitesse accélérée, et encore plus là, avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Donc ce basculement entre une civilisation qui était celle de la matière il y a très longtemps, la paysannerie, l'industrie, après les entreprises de services, on est en train encore de basculer vers autre chose où les machines vont prendre de plus en plus de place, encore plus que maintenant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'effet que ça a sur les gens et aussi l'effet que ça a sur les territoires. Donc, je voulais, plutôt que de m'intéresser, il y a beaucoup de romanciers ces dernières années qui travaillent sur les transfuges de classe, c'est-à-dire des gens qui
partent d'un peu bas de l'échelle sociale et qui deviennent des bourgeois. Et du coup, on raconte ce que ça fait sur leur famille, sur eux et tout. Moi, je pense qu'il est en train de se passer exactement la même chose, mais d'un point de vue de territoire. C'est-à-dire que ce qu'on a simplement connu auparavant via les gens qui allaient à la ville, comme on disait, qui montaient à Paris, par exemple, ça continue, sauf que c'est entre la France et des pays à l'étranger. Et par ailleurs, il y a l'autre phénomène, c'est qu'on passe d'un monde et de vie qui sont faites de choses concrètes comme cette table, à des gens dont la plupart de la vie maintenant passe par un écran, passe par des relations qui sont virtuelles. Et je pense que ça, il faut le raconter parce que c'est vraiment en train d'advenir sous nos yeux, quoi. Donc il faut en profiter pour essayer de voir quelles sont les conséquences. Est-ce que des choses sont perdues en route? Moi je crois que oui, il y a énormément de choses perdues en route. Qu'est-ce qui est gagné aussi en route? Parce que bon, on ne peut pas simplement dire c'était mieux avant, ça n'a pas trop de sens. Il faut essayer de comprendre, parce que si tout le monde est hypnotisé par les smartphones, par les réseaux sociaux et autres, c'est qu'il se passe quand même quelque chose. C'est pas juste la Silicon Valley qui a inventé des outils qui nous aveuglent. Donc voilà, j'ai voulu creuser tout ça à travers ce personnage-là et dans ce livre-là. Tout à fait, hein. On voit bien aussi ce côté très critique hein, chez vous, parce que vous... Je sais pas, faut que je fasse un truc. Ah, je le mets debout? Je vous écoute. Je vous en prie. Et c'est pas seulement un discours, une littérature engagée par rapport à ce risque de la réalité virtuelle. Moi, j'y ai vu aussi énormément une critique très acerbe hein, de tout ce qui concernait le marketing, le management, la sursécurité, la surprotection. Ce personnage qui arrive aux États-Unis avec la voiture qui est scannée. Enfin, vous voyez, c'est... Ouais. On voit que c'est... En fait, ça, c'est dans notre quotidien, tout ce qui peut concerner... la vie quotidienne et on voit que vous avez vraiment une plume très, comment dire, grinçante, acide, hein, ouais. un peu acide, froide, des fois très froide, juste le constat et à la fois très sensible, voire lyrique par moment. Comment vous avez, dans votre travail d'écriture, comment vous avez trouvé, parce que c'est un équilibre difficile à atteindre et je trouvais que le lyrisme, bien réussi en tout cas. Merci. Le lyrisme dont vous parlez, il m'est venu naturellement justement en décrivant la nature, ce qu'est une ferme, le rapport aux animaux, un arbre, un chemin, une vallée. Donc ça, c'est venu quasiment naturellement. Enfin, et la froideur, la neutralité, je l'ai trouvé effectivement en décrivant cette partie des États-Unis, la Silicon Valley, où moi je suis allé qu'une journée dans la Silicon Valley. J'ai profité d'un voyage en Californie, je me suis dit, bon, allons voir quand même à quoi ça ressemble. Le fait est que ça ne ressemble à rien, c'est que ce n'est pas très étonnant que ce qui est créé là-bas soit quelque chose d'un peu neutre, qu'on a du mal à déterminer et relativement moche, parce que les locaux des startups, des GAFAM, etc., qui sont là-bas, c'est étrangement la partie la plus laide dans un État, la Californie, qui pour le coup est sublime. Pour le coup, si on est dans la Silicon Valley, qu'on fait 30 km en voiture, on est dans une montagne où il y a des ours, des pumas, des aigles, des séquoias, c'est sublimissime, on se croirait dans un western. Si on fait encore 30 km un peu plus loin, on est au bord de la mer et ça ressemble à la Bretagne, sauf qu'il y a des baleines, des requins blancs, des phoques. Voilà, c'est un voyage incroyable. Et il y a des milliers d'ingénieurs qui sont enfermés jour et nuit dans des espèces de hangars tout blancs à travailler, et payés extrêmement cher, et qui font advenir un monde qui est l'exact opposé de ce qui se passe à côté d'eux, quoi. Parce qu'eux-mêmes sont complètement coupés de ce qui les entoure. Et ils fabriquent des instruments, comme par hasard, qui nous coupent de ce qui nous entoure aussi. D'ailleurs, vous parlez de prison dorée, hein, ces Oui. fameux, vous les décrivez très bien, c'est-à-dire qu'en fait, ces personnes, elles sont embauchées et tout est fait pour qu'elles restent sur place. Oui, donc pour les couper en fait du monde réel. Oui, parce non, que c'est des entreprises dans lesquelles on peut faire son sport, sa gym, aller dans une salle de cinéma, aller dans le restaurant au sein de l'entreprise. Enfin, tout est pris en charge.
Donc il n'y a plus aucune raison de quitter l'entreprise, surtout si on rencontre sa femme ou son copain sur place, ce qui se déroule aussi. Alors, c'est pas très rassurant tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ouais, mais c'est exactement voilà, comme ça que ça se passe. Ouais. C'est des questionnements. Vous n'êtes pas le seul auteur, hein, il y a de plus en plus. Justement, j'en parlais avec mon fils à midi qui travaille à la librairie et qui me disait, mais en ce moment, on se pose la question de la science-fiction qui finalement n'est pas si éloignée de notre réalité. Je pense même notion de ce qu'on appelle dystopie, c'est-à-dire inventer dans un livre, un film, une série, un futur très proche. Je pense que cette notion-là, elle est caduque presque. On vit déjà dans une dystopie, on vit déjà dans de la science-fiction, sauf qu'il n'y a pas encore les vaisseaux qui nous passent au-dessus, mais nos vies sont déjà tellement numériques et on est déjà tellement soumis à ou des désirs ou des émotions qui sont suggérées par des machines, sans même parler d'intelligence artificielle où le savoir nous est délivré par un robot dont on ne sait même pas comment il fonctionne, qu'on y est déjà, quoi. On s'en rend plus ou moins compte, mais je pense qu'on le pressent quand même de plus en plus. Et comme beaucoup d'auteurs, votre message il est alarmiste, mais sans vouloir trop dévoiler, il y a quand même un petit peu d'espoir. Ah oui, bien sûr. Oui, il y a un espoir parce que je pense qu'il y a dans le livre, il y a un moment, l'amour arrive et c'est une des pistes. Et le mystère, c'est que peut-être qu'une des solutions face à cette dématérialisation dont on parle, c'est l'amour qui est une autre forme de dématérialisation et qui est là depuis le début de l'humanité et qui est elle-même celle qui fait qu'on se reproduit les uns les autres et que ce qui fait que notre civilisation les différentes races, voilà, c'est ce qui fait que l'humanité se prolonge. Donc là, il y a quelque chose à creuser. Et par ailleurs, je pense que dans le rapport à la nature qu'a ce personnage-là en venant du Morvan, son rapport à la matière, il peut éventuellement le retrouver ailleurs aux États-Unis parce que c'est aussi un territoire qui est immense et où il y a des déserts, il y a toutes les formes un peu de paysages, en plus de très grande beauté, quoi. Votre personnage, Thomas, c'est quelqu'un qui a un recul malgré son jeune âge, qui aurait pu prendre la grosse tête. Et dès le début, on sent que c'est pas le cas. Et il y a vraiment une mise en... Je trouve pas mes mots. En abîme ? En abîme, oui, mais aussi il y a une réflexion qui est très mûre par rapport à son inexpérience dans ce domaine, parce qu'il est vraiment balancé. Mais parce que je pense que quand on provient d'un autre territoire, on voit les choses différemment. Moi, typiquement, dans mon cas personnel, moi j'ai grandi en banlieue parisienne. Et quand je suis arrivé à Paris, où j'ai vu des grands appartements, où les gens avaient des frigos immenses, où on pouvait aller à n'importe quel jour de l'heure ou de la nuit avec des copains, il y avait toujours à manger pour 10 personnes, où j'hallucinais sur ce monde-là. Moi, je le voyais parce que j'avais connu autre chose, des conditions beaucoup moins bonnes, et du coup, j'avais un espèce de recul. Mais mes copains qui, eux, étaient nés dans cet environnement-là, pour eux, c'était la normalité, de faire venir 10 copains à 2h du mat et on fait à manger pour tout le monde, et que ça soit possible, ce qui était une hallucination pour moi. Donc, lui, il a cette distance-là, parce qu'il il connaît, pour simplifier grossièrement, la campagne. Il arrive à Paris, il voit la différence. Et alors après, quand on est français et qu'on va aux États-Unis, alors sans doute encore plus maintenant avec tout ce qui se passe, dès qu'on franchit les douanes, on hallucine. Il y a plein de raisons d'halluciner, puisque c'est un pays qui est extraordinaire, c'est une espèce de pays-continent, mais qui a des mœurs très très particulières aussi pour un Français. Il y a plein de choses qui nous font énormément envie et d'autres qui sont complètement répulsives, quoi. Alors, vous avez anticipé sur la question que je voulais vous poser. Thomas, en fait, c'est vous alors? Non, parce que moi je suis une brêle en informatique. Je suis incapable de lire une ligne de code, je n'y connais rien et j'ai dû me plonger un peu dedans pour comprendre, pour ne pas écrire trop de bêtises. Et par ailleurs, moi, j'ai une partie de ma famille vient de la campagne. Mon grand-père était fermier et voilà, et mes parents vivent dans la ferme, pour le coup, qui est encore ailleurs qu'en Dordogne. Donc je connais ce monde-là, mais je le connais comme un enfant qui a passé des dizaines de mois de vacances là-bas. Mais ce n'est pas exactement vivre là-bas. Si on me donne
je sais pas, une faux, une serpe, je vais pas savoir quoi faire avec, ou une hache pour couper du bois, donc je suis un peu novice en la matière, mais comme tous les enfants, notamment fils uniques, là c'est peut-être le point commun avec le personnage, c'est que les fils uniques, ou les filles uniques, bien évidemment, on observe vachement ce qui se passe autour de nous et on emmagasine des infos, des impressions, alors là qui ressortent à travers un livre. Mais donc, ouais, 6 points communs il y a, je dirais, c'est plutôt la façon d'observer les choses. D'accord. En tout cas, c'est réussi parce que Merci. hier, quand je vous ai vu et pour me présenter par rapport à cette interview d'aujourd'hui, je m'étais dit, mais oh là là, mais comment je vais faire en informatique? Ben, je crois que je suis encore plus billissime que vous. Okay. Et le fait que vous me le disiez, ça m'a rassurée parce que vous avez fait un travail de documentation extraordinaire. Hein. Moi, Après, j'ai vraiment cru que j'avais affaire à un spécialiste. Ah oui, non, non. Quoi. Après, moi, mon métier à la base, moi je suis journaliste. Or, quand on est journaliste, on apprend aussi à observer les autres, parce que ça fait partie du métier, et on est un peu des caméléons. Moi, pendant 5 ans, j'étais journaliste politique, donc je baignais, j'interviewais en permanence des militants, j'allais à des congrès, voilà. J'ai fait de journalisme d'investigation où on passe son temps avec des avocats ou des policiers. Donc le fait d'avoir fait différentes choses dans ce domaine-là permet aussi d'être un peu caméléon et du coup quand on s'intéresse à un sujet, donc là en l'occurrence le code, comment se fabriquent les programmes, etc., permet d'étudier la chose et de repérer un peu ce qui est intéressant pour le lecteur, quoi. Merci, oui. Je voulais revenir là, je passe du coq à l'âne, mais enfin non pas vraiment, mais on parlait de votre travail de recherche qui reflète aussi votre métier de journaliste. La construction du récit et des chapitres, elle est très intéressante. Vous voulez nous en parler un peu sans trop éventer? Parce qu'au début, j'ai découvert, en fait, au fil de la lecture, je me suis dit, ah mais oui, enfin les titres de vos chapitres. Ah oui, pardon. Voilà. Oui, vous avez raison. En fait, j'ai utilisé exprès parce que déjà, c'est toujours compliqué à choisir, mine de rien, un titre de chapitre, parce que soit on raconte le contenu en disant, je sais pas moi, introduction ou le dénouement, enfin ce genre de choses. Mais là, je me suis dit, je vais jouer sur le langage informatique en l'utilisant, mais il faut que ça dise quand même quelque chose de ce qui se passe dans le chapitre et sur le déroulé du livre. Donc il y a un chapitre qui s'appelle Enter, qui est la touche sur laquelle on appuie, parce que c'est au moment où lui entre, de mémoire, c'est au moment où il entre à la Silicon Valley. Il y a Exit, qui est une autre touche, la flèche là qui s'en va, qui s'appelle Exit, au moment où il y a un départ. Je sais plus, mais j'ai... Erreur 101. Ah oui, erreur 101, la fameuse erreur qu'on a quand ça bug. Eh bien, lui, c'est au moment où il y a une forme de crise et il se passe un truc il y a un gros problème. Donc j'ai essayé de trouver, puis je me suis dit ça permet aussi peut-être d'amuser le lecteur qui va faire le lien comme ça. C'est réussi, c'est un aiguillon en fait, où on se dit, oula, voilà. Erreur 101, j'avoue, j'ai cherché parce que je n'étais pas sûre, c'est la réinitialisation en fait. Oui, voilà, c'est ça, il y a au reset aussi. Voilà. Ouais. Et donc, j'ai vu qu'il y avait 2 dédicaces au début du livre. Ah oui. Alors la première, c'est une dédicace à Philippe Ulrich, ingénieur du non-chaos. Je me suis renseignée sur Philippe Ulrich, donc c'est un créateur de jeux vidéo. Ouais, il existe toujours, je lui ai envoyé mon bouquin, j'ai un peu échangé des mails avec lui. C'était le créateur de jeux vidéo dans les années 80, le plus doué de sa génération. C'est quelqu'un qui avait vraiment... alors il a créé, pour vous donner un peu une idée, c'est quand même quelqu'un qui c'est le premier qui s'est dit il faut adapter Dune en jeu vidéo et qui l'a fait quasiment tout seul avec son équipe. Il a réussi, ça a été un succès mondial. Il a fait un jeu à la fois très intello et qui a été pareil numéro 1 des ventes, qui s'appelait l'Arche du Capitaine Blood, qui était un jeu où on explorait des planètes en parlant, on rencontrait des extraterrestres et pour s'adresser aux extraterrestres dans le cadre du jeu, c'était avec des pictogrammes et en fait, au passage, il avait créé les fameux emojis que les gens échangent maintenant. Et ça, je parle de ça, c'est en 86, je crois. Donc c'est un mec qui est vraiment hyper doué. Il a aussi fait il avait fait un pari virtuel qui s'appelait, alors si je ne dis pas de bêtises, le Deuxième Monde.
Et les Américains ont fait 2-3 ans après la même chose avec beaucoup plus de moyens et ça a écrasé ce qu'il avait créé. Et donc c'est vraiment, je voulais lui rendre hommage parce que moi j'ai découvert ça quand j'étais môme en jouant à ces jeux. Et j'ai appelé ça, et je l'ai appelé ingénieur du non-chaos parce que en ce moment il y a des ingénieurs du chaos qui sont les gens dont on entend tout parler à la télévision ou dans les journaux, à la radio, etc. Ce sont les Elon Musk et compagnie qui sont en train de faire advenir des instruments qui, eux, sont chargés de faire que les gens se divisent, que les sociétés deviennent de plus en plus violentes. C'est ce que les philosophes commencent à appeler le technofascisme. Et lui, donc, il y a un livre qui les appelle les ingénieurs du chaos. Or, lui, il y a voilà, quelques décennies de ça, il crée des jeux qui rassemblaient les gens et non pas qui divisaient la société, quoi. Alors, deuxième dédicace, c'est une citation de Louis-Ferdinand Céline dans son opus Londres. Oui. Je me permets de la lire parce que j'ai une petite question. Okay. Les humains ruissellent, ébahis le long des rives vitrées. Ils passent et reviennent, se détachent avec peine, sauf les francs ivrognes qu'ils ne croient plus à la matière. Ils ondulent seulement d'une rive à l'autre en fantaisie. Et je me suis dit, alors c'est rigolo parce qu'en fait, le hasard a fait que je ne l'ai pas vu tout de suite. Ouais. Vous savez, des fois on tourne une page, puis en fait on en a tourné 2. Donc j'ai vu Philippe Ulrich, j'ai fait ma recherche et j'ai commencé ma lecture. Et en relisant en diagonale, j'ai découvert après coup cette dédicace et je me suis dit, donc j'avais lu le livre en entier et je me suis dit, mais c'est un avertissement. Est-ce qu'on va être... est-ce que le monde sera ivre de ces images ? Je pense qu'il l'est déjà. Et pour le coup, moi j'ai lu, donc c'est tiré d'un livre Londres de Louis-Ferdinand Céline qui fait partie des inédits qui sont apparus récemment, puisque une fameuse caisse remplie de centaines et des milliers de pages a été découverte. Là, je simplifie tout, mais et donc on a découvert des manuscrits inédits de Céline, dont un qui est énorme, qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appelle Londres, qui à mon sens est un chef-d'œuvre. Alors déjà, c'est un très grand écrivain avec les problèmes qu'on sait, puisque c'était aussi une des pires pourritures. Il n'empêche que c'est également sans doute le plus grand écrivain du XXe siècle. Et ce livre-là, Londres, qui est extraordinaire, raconte le milieu des proxénètes à Londres après la guerre, dans lequel lui-même a baigné. Il s'est inspiré un peu de son expérience. Et dedans, il y a cette phrase-là qui est magnifique, où il raconte une époque qui est complètement, au sortir de la guerre, obnubilée par le commerce, par la survie, et les gens sont un peu hypnotisés par les vitrines. Il décrit Londres et il décrit des gens hypnotisés par les vitrines. Or, nos téléphones, nos ordis, nos tablettes, qu'est-ce que c'est si ce n'est aussi des formes de vitrines, puisqu'on passe notre temps, enfin, où beaucoup de gens passent leur temps à acheter, à vendre sur Vinted et autres. Enfin, voilà. Donc j'y ai vu une forme de parallèle entre les deux. C'est très, très bien pensé parce qu'on a bien cette image. Merci pour cet éclaircissement. Et on a... Non, c'est bon. Alors, j'ai parlé d'engagement, j'ai parlé de critique. Il y a quelque chose de très doux dans votre écriture et du coup je prends le temps d'en parler là. C'est votre façon vos descriptions. Il y a un moment où je me suis dit mais il y a un petit quelque chose de Barjavel. Ah ouais. Vous savez ce côté à la fois très... vous pouvez être très factuel, très incisif et puis il y a ces descriptions de paysages qui... Voilà. Mais non, vous avez raison, parce que je pense que travaillé moi, je pense que j'écris comme ça parce que en fait, j'ai vu le lyrisme revenait, le mot aussi froideur, neutralité. Donc je pense que ça fait partie de ma façon d'écrire et que là le sujet s'y prêtait parce que ce monde numérique là a des très compliqués. Et même à l'oral, parce que précisément, il est diffus, il est très vague, on a du mal à le saisir, donc encore plus à le saisir avec des mots. Le monde de la matière
que ce soit cette table, un jean ou que sais-je, moi, enfin, bref, peu importe, hein, les plantes vertes là, c'est propice, la description est encore plus un paysage est propice au lyrisme parce qu'il y a une épaisseur et on peut la questionner, on peut la creuser, on peut y voir de la beauté, même y voir ce qu'il n'y a pas forcément dedans, on peut projeter dessus. Or, projeter sur des surfaces lisses comme les écrans, c'est très compliqué. Oui. Puisque en fait, les écrans nous vendent déjà la projection, c'est déjà à l'intérieur. Donc du coup, c'est difficile soi-même de développer quelque chose dessus, y compris quand on essaie de les décrire avec un clavier ou avec un crayon, quoi. Ça me fait penser au parallélisme qu'on faisait entre, vous savez, au début du cinéma, entre nous, les gens qui disaient, moi je préfère le livre parce qu'au moins je me fais ma propre idée. Et maintenant que j'ai vu le film, ça m'a enlevé la Oui. visualisation que j'avais Oui. faite. Et en fait, on voit qu'avec la réalité virtuelle, c'est un peu ça. On est en train de nous imposer un prisme, un point de vue du monde et qui finalement n'est pas passer par la perception, la sensation comme tout à chacun, quoi. Oui, mais Voilà. on achète des sensations plus ou moins factices, ce qui n'empêche pas qu'on puisse avoir des vraies sensations avec. C'est ça, c'est là où c'est troublant. Mais il faut au moins savoir qu'il y a autre chose. Je pense que des générations plus tardives vont tellement naître dans ce type d'environnement que la déconnexion avec les médias qu'on observe en tant que journaliste. Je vois des jeunes journalistes arriver dans mon journal ou dans d'autres journaux qui ne veulent plus aller sur le terrain. Or, précisément, le métier de journaliste consiste à aller voir ce qui se passe ailleurs ou ne veulent plus passer de fil, de peur de déranger les gens. Or, précisément, le métier de journaliste consiste à déranger c'est comme ça, on aime ou on n'aime pas. Mais... Donc déjà, le rapport au réel est déjà il y a une espèce de méfiance vis-à-vis du... Parce que quand on est habitué qu'à communiquer pas en envoyant des mails, sur des chats, etc., on est déjà dans une forme de silo un peu fermé qui coupe de ce qui se passe autour de nous. Et donc rendre compte de ce qui se passe dans une ville comme ici, quand on travaille dans une grande ville et que soi-même on ne sort même pas de la grande ville, la distance devient énorme, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, merci à tous. Est-ce qu'il y aurait des questions? C'est l'occasion de la poser à...